Alors hier dans la nuit, j'ai fait une interview avec Karl Brochu et également j'ai eu pas mal d'interviews au cours des dernières semaines pour des chaînes russes, dont une des récentes est passée devant 18 millions de personnes et c'était quasiment 2 minutes d'extrait que je vais laisser en fin de cette vidéo pour vous montrer en fait. Il s'agissait de la provocation américaine d'annoncer qu'ils allaient envoyer des missiles longue portée en Russie, des missiles capables de frapper à 900 km de l'endroit d'où ils sont largués par des avions, a priori des F-16, et donc qui permettraient d'atteindre Moscou, Saint-Pétersbourg, mais des missiles qui ont une caractéristique particulière, c'est que leur trajectoire est programmée à l'avance, donc ça doit être fait évidemment par des Américains très aguerris, aucun Ukrainien sera capable d'apprendre ça en quelques semaines. Et surtout, c'est des outils complètement top secret avec des technologies que les Américains ne veulent pas voir passer dans toutes les mains. Et donc, c'est assez furtif en fait. Puis ils volent à basse altitude et ils peuvent donc échapper à la plupart des systèmes radars. Hier, avec Karl Brochu, on a énormément parlé des Khazars. On a beaucoup parlé de Netanyahou, qui est quand même un menteur invétéré. Qui est quelqu'un de vraiment dangereux. D'ailleurs, j'ai envie de mettre comme titre de cette vidéo est-ce que Netanyahou est finalement le premier ministre de l'antéchrist Macron? C'est tout à fait possible. Alors, il y a d'autres candidats pour le poste. On pense à Soros, à Bill Gates, à l'intérieur de la liste des maléfiques. Évidemment, en réalité, le premier ministre de Macron, mais c'est un binôme, c'est Brigitte. Voilà, on parle de la situation sur le front ukrainien, on parle de la Russie qui a changé sa doctrine nucléaire, on parle de la Russie aussi qui prend la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est une présidence tournante et un discours magistral de Sergueï Lavrov où il explique en fait les origines du mal. Et c'est la perversion en fait, la perversion des Américains et des Israéliens, mais également on sent, sans le citer, sans vouloir lui donner trop d'importance et donc trop d'énergie, que Macron est dans le collimateur, et il est dans le collimateur depuis longtemps. Alors depuis 2 jours, je suis dans la période de pause de mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui avait commencé le 15 août, donc plus de 1400 km et un arrêt plus long, mais c'était prévu après un arrêt relativement long à Lourdes avec des événements de flambeaux, marche au flambeau, montée de petits pics autour de Lourdes, parce que Lourdes est complètement encerclée par les Pyrénées, c'est magnifique. Et puis visite des maisons de Bernadette Soubirous, en fait, de sa petite bergerie. Donc un arrêt à Saint-Jean-Pied-de-Port, je vous recommande cette ville, c'est assez magique. Beaucoup de Coréens, beaucoup de gens du monde entier en fait qui viennent et qui démarrent leur chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et ils démarrent par l'étape la plus difficile. Alors j'ai fait des étapes très difficiles entre Lourdes et Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est vrai que l'étape qui s'appelle l'étape de Roncevaux est particulièrement dure parce qu'il y a 15 km de montée. Et c'est pas une petite montée puisqu'il y a plus de 1400 mètres de dénivelé positif. Donc pour ceux qui font de la marche, ils peuvent se rendre compte que c'est compliqué. Et en plus, c'est avec des montées, des descentes. Donc en réalité, on monte peut-être l'équivalent de 1800 mètres. Et donc j'ai fait 3 fois en fait l'étape. Une première fois seul. Alors j'ai croisé évidemment des gens sur le parcours. Il faisait pluvieux, très dur. Je suis parti très tôt avant 7h du matin, et quand on part dans l'inconnu, c'est vraiment un défi parce que on sait pas, on sait que ça va être dur, mais on imagine toujours que c'est très exagéré, et surtout quand on a déjà fait plus de 1200, en l'occurrence plus de 1300 km avant cette étape, on se dit préparer à tout. Et non, en fait, 15 km de montée, c'est difficile avec des conditions atmosphériques dures, avec le froid, parce que plus on monte en altitude, plus il fait froid.
Mais j'étais content de réussir, et puis surtout à partir d'à peu près du tiers du parcours, j'ai marché avec quelqu'un que j'avais croisé une ou deux fois, et on avait à peu près la même manière, une belle émulation, et donc on a fini l'étape ensemble. On a fini en Espagne, donc à Ronzo, avec une bonne bière, une portion de frites, et de là je suis revenu en stop à Saint-Jean-Pied-de-Port, et le lendemain j'ai refait l'étape. Mais cette fois-ci, en fait, à 2 km de Ronzo, avant une descente qui est très abrupte, bah, j'ai fait demi-tour. Et donc, au lieu d'une étape de 25 km, c'est devenu une étape de 44 km. Et l'aller-retour, et c'était dur puisque c'est 10 heures de marche. Donc, le retour, là, il faisait bien plus beau temps, mais il faisait pas forcément beaucoup plus chaud, sauf quand le soleil pouvait passer à travers les nuages, mais il n'y avait pas de pluie. Et c'est dur en fait, parce qu'il y a ces seuils des kilomètres. Mais surtout, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à chaque fois, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau parcours. Tout est différent en fait. Que ce soit la montée, on croit qu'on connaît, on croit qu'on se rappelle, hein, mais en réalité, psychologiquement, c'est difficile, parce que les premiers pas, quand on sait ce qu'on va affronter, sont particulièrement difficiles psychologiquement. Et au retour, on pense que ça va être facile de la descente, et on se rend compte qu'en fait, non, il y a encore beaucoup de montées, beaucoup de descentes, dont on ne se rend pas forcément compte ni la première fois, ni la deuxième fois, parce qu'on marche assez vite comme des robots. Et c'est surtout le seuil de 20 km, de 30 km, de 40 km, et de 40 à 44 km, c'est particulièrement difficile. Et puis surtout, on arrive dans une ville où, en fin d'après-midi, beaucoup de choses sont fermées, parce que il y a plus grand monde dans les rues. Passionnant. Après, j'ai eu la chance d'aller 2 jours à Cibourg, au bord de la mer. Je me suis baigné au milieu des vagues de la plage de Bidart. Et c'était complètement magique, ça fait beaucoup de bien. Alors ça fait bizarre là de plus tellement marcher, mais je vais pas baisser entre guillemets l'intensité de mon entraînement. Et puis surtout, j'essaie de faire le point, de comprendre ce qui change, ce qui va m'animer pour les prochains mois. J'avais pas mal de conférences prévues. À partir de la semaine prochaine, à Grenoble et à Valence. Et dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo, je vous mettrai les commentaires. J'essaie d'organiser pour la 3e semaine d'octobre une conférence à Bordeaux. Donc je vais m'arrêter un peu plus tard à Bordeaux pour en discuter. J'avais une semaine de conférences et dégustations de miel qui était prévue et qui a été décalé a priori au printemps. Donc tout ça sont pas forcément des bonnes surprises, parce que le fait d'avoir mon compte X bloqué m'empêche d'atteindre les centaines de milliers de personnes que j'atteignais chaque jour avec le compte, dont des personnes dans toute la France, et qui pouvaient potentiellement être intéressées par mes conférences ou les dégustations de miel. Donc je compte encore plus sur vous que jamais pour aider, parce que c'est en réalité un chemin de Compostelle. C'est en tout cas à notre époque, c'est quelque chose de coûteux. C'est-à-dire qu'il faut à peu près un budget, disons, pour pas vivre comme un mendiant, de plus de 50 € par jour, entre les nuits, la nourriture, et puis une fois toutes les 2 ou 3 étapes, la mauvaise surprise, l'événement coûteux. Par exemple, quand vous avez marché 1000 km avec des chaussures, elles sont usées, vous ne pouvez plus les utiliser quand il pleut, dans la boue, etc. Sinon, le risque est de tomber tout le temps. Donc c'est l'achat de nouvelles chaussures, ou l'oubli d'un objet, ou quelque chose qui se casse, etc. Donc si certains d'entre vous veulent continuer à m'aider, ou veulent commencer à m'aider, qu'ils n'hésitent pas. Vous pouvez faire des dons sur PayPal, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur Substack. Il y a également Tipeee, GoFundMe, vous pouvez m'envoyer des lettres. Enfin bref, tout est possible. J'ai véritablement besoin d'aide. En plus, je suis sans cesse harcelé. Vous allez voir la vidéo et vous comprendrez par qui
Et pourquoi? Moi, j'essaie d'être vraiment de façon très calme dans les faits, dans l'explication historique, dans l'explication factuelle, dans l'explication eschatologique, parce que on peut tous observer les images qui reviennent de Gaza, les images qui reviennent de Cisjordanie, les images qui reviennent maintenant du Liban, mais aussi ce qu'on a vu en Syrie, ce qu'on a vu en Libye, ce qu'on a vu en Irak, ce qu'on a vu en Yougoslavie, partout. Et donc l'horreur est toujours derrière la gâchette, les mêmes ou leurs amis proches. Évidemment, les difficultés de l'Europe sont liées à ça, c'est l'effet boomerang de notre comportement de valet, entre guillemets, de nos maîtres, hein, qui sont essentiellement aux États-Unis et en Israël, et qui nous font prendre des décisions qui sont totalement aberrantes et qui créent une crise systémique totale avec au sein des Français dits de souche, mais également avec ceux qui sont arrivés d'Afrique et du Maghreb et qui ne comprennent pas en fait l'évolution des positions de la France, qui est un pays tempéré. Et donc je reviens encore une fois sur essayer de comprendre qui est Macron, le danger qu'il représente, mais pas un danger juste pour les Français, véritablement un danger pour le monde. En tout cas, je vous remercie de partager la vidéo, je vous remercie de la regarder jusqu'au bout. Vous verrez, c'est toujours comme les entretiens avec Karl Brochu. Alors bon, il faut apprécier l'accent québécois. Moi, j'aime beaucoup Karl. Et je pense que ce sera intéressant de la regarder, de la partager. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'aider, puisque je reviens de ce voyage un peu exsangue, et j'espère réussir au cours des prochaines semaines à renflouer mes comptes. Merci. Стойкое ощущение, что мировой пасьянс начинает складываться. Напряжение поднимают, создавая впечатление, что именно сейчас проявляются контуры большого финала. По крайней мере, это Киев. Они хотели задним числом оформить уже принятое решение, а заодно проверить общественное мнение, проверить реакцию русских, а также в самих США, поскольку там период избирательной кампании, прощупать мнение партнеров по НАТО и всех стран, которые вовлечены в поставки оружия Украине. И вот сейчас делается вид, что ведутся какие-то разговоры, а на самом деле все проработано и спланировано намного раньше. Я тоже так считаю. Мы лишь ожидаем задание. Для всех видов применения оружия высокого уровня, включая танки, истребители, ракеты, в том числе и французский «Скальп», английский «Storm Shadow», американские ракеты большой дальности и немецкий «Таурус», требуются средства НАТО для наведения, их применения и пилотирования. Украинские солдаты не умеют и не могут этого делать. Ракетами, о которых говорят американцы, могут управлять только американские силы НАТО. В Киеве Блинкен не сказал ничего определенного. Вашингтон и Лондон взяли... Alors, sans plus tarder, en direct de France, j'ai avec moi Bertrand Scholler. Bertrand, bonsoir. Bonsoir Karl, bonsoir à tous et merci de ta patience et de ta flexibilité pour qu'on puisse se retrouver en direct. Donc je suis ravi d'être C'est pas un problème. Et on va pouvoir échanger. J'en doute pas, puis moi aussi, je me suis senti un peu comme ça parce que ce matin, je t'avais dit qu'on allait faire une émission ensemble et j'avais le général de la Ward avec moi et j'étais 10 minutes en retard de ce que je t'avais dit. Donc, je m'étais excusé sur ton répondeur, mais j'ai appris par la suite là, que c'était impossible, que ça allait à ce soir. Écoute, je comprends ça et on le fait vraiment de façon... bénévole. On est là vraiment pour informer parce que la situation l'exige, Bertrand. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train tranquillement de nous acheminer vers un chaos total. J'ai des collaborateurs. Le général de la Ward, ce matin, il m'a livré une capsule où il s'attend à ce que le régime Netanyahou soit acculé au pied du mur et utilise l'option nucléaire quand vraiment la situation va être à son comble. Il y a eu l'affaire des téléavertisseurs qui ont explosé, qu'on va parler ce soir. Cette ultime provocation-là, et là, le conflit semble vouloir s'étendre au sud du Liban. J'aimerais avoir ton éclairage là-dessus. Est-ce que la situation est aussi tendue que je le pense actuellement? Alors déjà, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 5000, je dis bien 5000 attentats
qui ont été perpétrés vraisemblablement par Israël contre des personnes au hasard au Liban. Et je dis bien au hasard, puisqu'en fait, les stocks de matériaux technologiques se sont retrouvés entre les mains d'enfants, entre les mains de femmes, se sont retrouvés dans des voitures, dans des appartements au moment où ils ont explosé. Donc on est bien au hasard. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de victimes qu'espérait atteindre le régime de Netanyahou qui est significatif. Il y a des diplomates qui ont été atteints puisque l'ambassadeur d'Iran a perdu ses yeux, mais il y a, comme d'habitude avec Israël, un nombre considérable de victimes civiles innocentes. Et encore une fois, il y a des mots qui sont utilisés qui sont scandaleux. On parle de victimes collatérales, on parle de bouclier humain, on parle de toutes ces choses-là pour permettre à Israël de commettre toutes ces exactions et que le vocabulaire utilisé rende cela acceptable. Mais en fait, c'est autre chose. Dès que ça a eu lieu, beaucoup de personnes qui suivent l'actualité avec précision ont dit ça veut dire qu'il va y avoir une attaque massive d'Israël dans la foulée. Et elle vient de commencer. Des milliers d'attaques aériennes quotidiennes sur le sud du Liban. C'est des centaines de milliers de personnes qui doivent abandonner leur foyer en urgence, à temps se rafraîchit, dans un pays qui est complètement exsangue, dans un pays qui souffre depuis des années entre le port de Beyrouth, etc., et puis toute la situation autour. Donc c'est un pays qui a été abandonné largement par tout le monde. Parce que la France, qui était très présente au Liban, on ne s'intéresse plus vraiment au Liban depuis longtemps, en fait. Donc, on voit bien qu'Israël fait absolument ce qu'ils veulent et les pays occidentaux laissent faire. On peut même se demander quel est le degré de connivence. Alors, évidemment, Joe Biden, il ne sait même plus reconnaître entre les Red Sox et les Nikes quand il a une casquette entre. Il doit même pas savoir que le Liban, c'est un pays. Peut-être qu'il pense que c'est une marque de glace. Et voilà. Et Macron, lui, ne prend évidemment aucune position pour arrêter Israël. Parce qu'en fait, ce que fait Israël, ça devrait provoquer immédiatement un embargo mondial complet. C'est un pays qui est un pays paria. C'est un pays qui ne respecte aucune décision de justice. Et aujourd'hui, le seul qui s'exprime dans ce sens, le seul pays qui s'exprime, c'est la Russie. La Russie est en train de prendre la présidence des Nations Unies. Il faut absolument écouter le dernier discours de Lavrov, puisqu'évidemment, Poutine n'a pas pu se rendre aux États-Unis. Poutine, qui n'a rien fait de mal, est sous le coup d'un mandat international, d'un mandat d'arrêt international, alors que Netanyahou, qui a tué ou fait tuer des dizaines de milliers d'innocents, d'enfants, de femmes, de journalistes, d'humanitaires à Gaza et qui recommence au Liban, aucun mandat d'arrêt, aucune justification à la communauté internationale, rien du tout. C'est plus que choquant. Et le fait de le dire, parce que je ne sais pas si vous avez exprimé ça avec Erwan, mais moi j'exprime ça avec mon compte X, eh bien il a été bloqué. On me demande de plaider coupable, de dire qu'effectivement, c'est pas bien de montrer des images des exactions d'Israël. Évidemment, je refuse de plaider coupable et donc mon compte est bloqué. Et j'attends la réponse à un appel, mais qui n'arrive pas en fait. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas mon cas, ils veulent absolument que je plaide coupable et donc pour pouvoir supprimer définitivement mon compte. Donc tout ça, c'est un piège en fait. La liberté de parole, la liberté d'expression n'existe que si on ne parle pas d'Israël. Parce qu'en réalité, même si on parle du Covid, même si on parle de tout ça, on peut s'arranger, on peut vous pardonner. Mais si on parle d'Israël, alors ça devient une marque indélébile à vie, mais pour vous, et quasiment, et toutes les générations qui vont vous suivre. Et ça, c'est monstrueux quand on voit ce qui se passe, se dire qu'autant de personnes influentes, tous ceux que j'appelle les marchands du temple,
tous ceux qui ont des chaînes Internet et qui n'osent pas parler de ça. Parce qu'en fait, Karl, tu sais très bien que c'est parce que tu oses inviter des gens qui s'expriment sur ces sujets que tu risques de perdre tout ce que tu as construit sur YouTube. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas ton courage, qui n'ont pas ton intégrité et qui décident que finalement, c'est pas leur problème et qu'ils ont envie de continuer à avoir une petite vie tranquille et que s'il faut pas parler d'Israël pour pas perdre sa chaîne, ils parleront plus d'Israël. Et c'est exactement ce qui se passe. Et Israël fait ça depuis toujours. Dès que quelqu'un lève la voix, dit regardez ce qui se passe, regardez à quel point le comportement est monstrueux, eh bien c'est une attaque en bande organisée. Parce que si moi je me suis retrouvé avec mon compte bloqué, c'est pas parce qu'une ou deux personnes se sont plaintes. C'est parce que des dizaines ou des centaines de personnes ont fait partie d'une attaque concertée. Et quand j'ai appris qu'on avait censuré la vidéo de Erwan, il me parle de la 46e minute de l'émission, qui est un exemple de mésinformation. Et j'ai été voir dans la bibliothèque pour voir qu'est-ce qui était question à ce minutage-là de l'émission. Et Erwan affirmait avec des images qui montraient des camions avec des chars d'assaut se diriger au sud du Liban. Et Erwan semblait dire que on est en train de se préparer pour la totale du côté d'Israël. Donc, ces manœuvres de censure-là, Bertrand, est-ce que ça présage une guerre totale? Et l'autre question que j'ai à te poser, sûr. J'ai l'impression que moi, j'ai des inquiétudes, j'ai des collaborateurs, le général de la Ward et bien d'autres étaient très rassurés que ça pouvait pas monter à un niveau comme là on constate. Il semblait, et là aujourd'hui, l'entrevue que j'ai eue avec le général et avec des discussions que j'ai eues en coulisses, les gens semblent véritablement se préoccuper de ce qui se passe avec Netanyahou, où il est en train d'amener le monde entier dans une guerre que personne veut. Et nos gouvernements occidentaux sont complètement omnibulés par ou commandités par les sionistes. Le général de la Ward aujourd'hui, là, il va pas avec le dos de la cuillère. Comme d'habitude, là, il dénonce ces gens-là, les sionistes, les néoconservateurs aux États-Unis, puis un peu partout dans l'Occident, qui semblent nous diriger droit dans le mur. Mais tu sais, d'abord, il faut pas appeler ça sioniste, ni juif, ni quoi que ce soit. Ce sont clairement les Khazars. Et les preuves s'accumulent, en fait. Et à chaque fois qu'on tombe, entre guillemets, dans le piège de la religion, on l'avait évoqué la dernière fois, mais à partir de Moïse, en fait, ce sont les adorateurs du veau d'or, qui en fait est un taureau d'or, qui est Moloch, qui ont gagné, en fait. Et Moïse ne réussit même pas à briser cet élan avec les tables de la loi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ arrive plus tard. C'est parce qu'en fait, il y a plus... en fait, il faut une nouvelle religion qui puisse vaincre le mal. Et arrive la religion catholique. En fait, toutes les choses sont logiques par rapport à l'histoire. Mais les gens qui ont adoré ce Moloch sont devenus, au fil du temps, les Khazars. Et les Khazars, c'était des vampires, en fait. C'était des gens qui avaient signé un pacte avec le diable pour avoir une puissance militaire et une vie prolongée, etc. Et qui n'hésitaient pas à boire le sang de leurs victimes, en fait, mais lors de cérémonies. Donc, mais c'est quelque chose qui a eu lieu à toutes les époques, mais eux sont véritablement des prédateurs des humains, en fait. Ils sont pas des gens totalement normaux. Et les Russes ont essayé de les terrasser, mais manifestement, ils n'y sont pas parvenus. Et ça, tout ça, c'est dans les livres, c'est des grandes guerres. Et en fait, il y a une renaissance en ce moment de cette peuplade, de ces gens qui ont le goût pour la destruction de l'humanité, en fait. C'est vraiment important d'avoir ça. Il ne faut pas donner les noms prudents ou de complaisance. Quand on regarde l'origine héréditaire de quelqu'un comme Netanyahou, mais de la plupart des dirigeants européens,
on voit qu'en tirant le fil, on remonte à des lignées Khazars, invariablement. Et c'est la même chose si on regarde les gens très influents aux États-Unis. Et c'est la même chose si on regarde les gens qui sont en train de prendre de plus en plus de pouvoir en France. On est véritablement dans une guerre du bien contre le mal. Et je sais que c'est compliqué. Tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un comme Erwan, il est extrêmement dans les faits militaires. Il va te montrer des trains avec des chars, il va te montrer des frontières, etc. Mais ça, c'est un aspect de cette guerre, un petit aspect. C'est en réalité le divertissement. C'est horrible de dire divertissement quand tu penses qu'il y a autant de vies qui tombent. Mais en réalité, l'essentiel, c'est la conquête des âmes. C'est véritablement le pacte avec le diable. C'est tous ces gens qui se rangent, entre guillemets, dans le sillage de mauvaises décisions, de mauvais actes. Oui. Et tu vois, dans un pays comme la France, les gens sont complètement complaisants avec les actions d'Israël. Ils sont rentrés dans le narratif qu'Israël se défend. Mais Israël se défend pas. Israël a commis 5000 actes terroristes avec des outils piégés. 5000 actes. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant d'actes terroristes réalisés dans une seule et même journée. Il s'agissait de 5000 attentats terroristes. Pourquoi on peut parler d'attentats terroristes? Parce que pour le faire, ils ont utilisé des outils d'usage quotidien. Ils n'ont pas utilisé des outils militaires. Ils n'ont pas ciblé des militaires. Ils ont ciblé des gens qui étaient dans le cadre de leur vie quotidienne. Ils ont voulu déstabiliser, ils ont voulu tuer, ils ont voulu désorganiser pour faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'experts de plateau qui vantaient le succès militaire, entre guillemets, d'Israël, en disant, vous imaginez, ils ont réussi à aveugler, faire perdre ses yeux à l'ambassadeur d'Iran au Liban. Ils ont blessé effectivement des chefs du Hezbollah, mais le Hezbollah, c'est un parti qui est légal au Liban. C'est pas des terroristes, c'est pas des repris de justice, c'est des gens qui ont un rôle social important. Ce sont pas des gens qui se cachent, ce sont pas des gens qui sont terrés, ce sont des gens qui ont une forme de fierté et une fierté qui est intolérable pour Israël parce que Israël ne veut que des laquais. Et ces gens-là refusent d'être des vauriens, des mauviettes face à un État qui agit de façon terroriste. Au sens du droit international, c'est un État qui est devenu terroriste. Alors évidemment, l'enquête va mettre longtemps et il va se passer tellement d'horreurs d'ici là que les gens vont oublier. C'est comme Nord Stream, c'est comme Crocus, c'est comme, si tu veux, ou même la tentative d'assassinat, les tentatives d'assassinat contre Trump. L'actualité, elle est tellement folle que des choses invraisemblables se passent les unes après les autres au quotidien. Et donc, les gens qui parlent comme Erwan, c'est très intéressant et c'est passionnant parce qu'il est dans les faits. Mais tant que les personnes ne comprendront pas qu'on n'est plus dans le rationnel, on est véritablement dans le bien contre le mal. Netanyahou, il est en train d'essayer de participer à la réalisation de prophéties. Il y a énormément de vidéos qui montrent la connivence qu'il a avec des grands chefs religieux, avec des grands rabbins qui le poussent à agir dans ce sens. Ce n'est pas des choses qui sont truquées, c'est des choses qui sont visibles sur YouTube et partout depuis extrêmement longtemps. Ces personnes pensent qu'on est dans un temps prophétique et ils feront tout pour que le chaos arrive. Et c'est des gens comme toi, mais aussi à une autre échelle, tu vois, le discours de Lavrov aux Nations Unies et un certain nombre de personnes qui essayent de garder le calme, mais de désigner l'ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui, c'est les gens qui corrompent les institutions internationales, qui corrompent les messages des médias. Puisque tu viens de dire que ta vidéo a été supprimée, soi-disant, parce que c'était de la désinformation.
C'était pas de la désinformation. Les gens t'ont attaqué, ceux qui t'ont attaqué. Pourquoi? Parce que les informations que tu donnes sont des informations cruciales. C'est-à-dire que les gens doivent savoir qu'en ce moment, il va y avoir une invasion terrestre, que c'est ce qui est en train d'être préparé. Et donc, évidemment, les pays comme la Russie, la Chine, etc., mais la France devrait être la première à dire, oh là, nous, on envoie des casques bleus, on envoie des troupes d'interposition, il est hors de question que vous transformiez le Liban en Gaza. Mais ils font rien. Ils parlent au téléphone, ils disent, on considère, on parle, on essaie de faire comprendre qu'évidemment Israël a le droit de se défendre, mais peut-être qu'il devrait être plus raisonnable. L'hiver arrive, les gens ont faim, c'est compliqué. Non, ils s'en foutent en fait. Tout ça, c'est fait pour faire patienter les gens. Donc les gens regardent, ils disent, ils sont en train d'agir, la paix va enfin arriver. Moi, depuis 9 mois, je demande aux gens que je connais, pourquoi vous ne parlez pas de ce qui se passe à Gaza? Ils disent, je ne vais pas me griller maintenant. Regarde, ils sont en train de négocier la paix. Donc, pourquoi je prendrais position maintenant alors que ce sera la paix dans 2 semaines? Ça fait 9 mois que les gens raisonnent comme ça. Et ça fait 9 mois qu'ils se font balader et qu'ils ont une bonne excuse pour pas parler en disant la paix arrive, ça sert à rien d'attiser les problèmes. Et sur le chemin, 40 000 morts sur le coup officiel, 200 ou 250 ou 300 000 morts en excès par rapport à ce qui devrait être normal. Enfin, on peut véritablement parler de génocide. Et d'ailleurs, la Cour internationale de justice est en train de traiter le cas. Mais les pays comme l'Afrique du Sud qui se sont engagés sur cette voie-là pour faire condamner Israël, eh bien, se retrouvent sur la liste noire des États-Unis. Parce que tous ces gens sont en connivence les uns les autres. Ah oui. Et c'est d'autant inquiétant que là, on a la visite ici en Amérique de Zelensky. Je vais te montrer des images que certains auditeurs m'ont envoyées. C'est on parle de la situation en Ukraine, c'est certainement très important, mais ce qui se passe en ce moment au Liban, là, on peut dire que c'est commencé, là. Ça se bombarde l'un et l'autre et on est en train, comme tu le disais, de préparer une invasion terrestre au sud du Liban. Et ça veut dire quoi, ça, Bertrand? Est-ce qu'on va pouvoir garder ça limité au Proche-Orient ou moi, je redoute une montée en tension un peu partout. Israël semble avoir la capacité d'embarquer tout le monde dans cette guerre-là. On se pose la question, comment le monde peut-il tolérer les exactions quotidiennes de l'État d'Israël? C'est une des questions que tu posais là dans les derniers textes que tu as écrits. C'est très inquiétant de voir qu'ils sont capables d'être au-dessus des lois, eux autres, sans... Exactement. Mais parce qu'en fait, les grands pays, par exemple en France, les gens disent « Ah, c'est bien, Israël a le courage, il tape sur les méchants musulmans. Ouais. » Mais vraiment, parce qu'en fait, en France, on t'apprend en faisant semblant de dire aux gens « Arrêtez d'être racistes ». En fait, avec cette immigration massive, ils créent le ressentiment raciste et donc tout fait partie d'un plan, mais vraiment machiavélique. Et donc, les gens, effectivement, deviennent inquiets par les banlieues et ils disent finalement, les banlieues, c'est notre Liban, c'est notre Gaza, et c'est bien qu'Israël fasse ça. Moi, j'ai fait ma récente lettre sur Substack, et j'ai quelqu'un que je connais. C'est pas quelqu'un d'idiot, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plein de fois, bien avant de commencer d'ailleurs à parler sur Internet. Et la personne me dit, mais Bertrand, expliquez-moi en quelques lignes pourquoi on peut reprocher à Israël de frapper les terroristes de Gaza, les terroristes du Liban et les monstres qui dirigent l'État en Iran. Parce que c'est répété tellement de fois, des milliers de fois, depuis des dizaines d'années, que les gens ne retiennent même plus qu'en réalité, les Palestiniens, ils vivent depuis la nuit des temps
sur le territoire qui maintenant s'appelle Israël, qu'ils étaient là, qu'ils ont été virés par la Nakba, par des contrats faits par des gens qui leur ont pas demandé leur avis, puisque c'est les Anglais, les Français, les Américains, tous ces gens-là qui ont décidé que ce territoire il allait être donné à Israël, et les autres n'avaient qu'à fermer leur gueule, et s'ils fermaient pas leur gueule, eh ben ils se faisaient tirer dessus. Mais en réalité, c'est pas parce qu'ils fermaient pas leur gueule ou parce qu'ils se rebellaient. Le plan, il a toujours été le même. C'est marqué sur le drapeau d'Israël. Le drapeau d'Israël, les deux traits, c'est le Nil et l'Euphrate. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent reconquérir toute la zone qui va du Nil à l'Euphrate, parce qu'ils considèrent que ça leur appartient. Et ils vont pas s'arrêter. Et c'est tout la quadrature qui est difficile pour les pays voisins. C'est qu'ils savent que si ils réagissent, entre guillemets, Israël est capable d'utiliser une bombe atomique avec l'aide de tous les sous-marins, porte-avions, avions américains qui sont dans la zone. Et c'est pas les Turcs qui réagiront. L'Arabie Saoudite peut-être réagira un peu. L'Égypte, ils sont exsangues, ils sont en train d'être complètement rachetés d'ailleurs quasiment par Israël. Ben, tu te rends bien compte qu'en réalité, il n'y a que les Russes aujourd'hui, et peut-être les Chinois bientôt, qui sont capables d'appréhender réellement la gravité de la situation et l'importance maintenant de faire stopper Israël. Je ne sais pas si tu imagines ce qu'a subi l'Afrique du Sud du monde pour mettre fin à l'apartheid, mais jamais les Africains du Sud n'ont bombardé avec des avions les camps, les ghettos dans lesquels vivaient les Africains noirs ou colordes. Parce qu'en fait, Gaza est bombardé aujourd'hui, mais ils n'ont pas véritablement d'armes. C'est un peu une légende de les voir envoyer des roquettes ou des machins qui font jamais de victimes, déjà. Et en plus, mais depuis toujours, ça fait pas de victimes. On a l'impression que c'est du cinéma juste pour permettre de justifier d'autres bombardements d'Israël. C'est-à-dire, c'est à se demander si ceux qui envoient les roquettes depuis Gaza, c'est pas des complices d'Israël pour qu'Israël ait une justification pour en envoyer plus. Bah, tu vois, on peut se poser des questions tellement c'est absurde. On pourrait même se demander quelle est la véritable portée de cette résistance. Qui sont ces héros qui sont créés cinématographiquement, qui passent à la télé, qui sont ci, etc. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui me demande toujours à qui profite chaque acte. Et bizarrement, tous les actes qui sont commis, le 7 octobre, les envois de roquettes et de missiles, ne font que justifier, aider à justifier pour Israël toutes ces actions. Est-ce qu'ils en sont les commanditaires? Est-ce qu'ils en sont les instigateurs? Est-ce qu'ils en sont les fomenteurs? Enfin, c'est très intéressant quand même de se poser ces questions, mais personne ne se les pose. Pourtant, tout le monde sait que le Mossad, il est infiltré partout dans tous les pays du monde. Et évidemment, ils sont extrêmement infiltrés à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, partout. Et s'ils n'étaient pas infiltrés, comment ils auraient pu faire que 5000 appareils de haute technologie tombent en majorité dans un certain type de main? Tout ça, c'est organisé savamment. Ils font passer plein de vidéos où ils disent « Regardez, on vous surveille avec nos téléphones mobiles ». Et c'est comme s'ils les mettaient dans un entonnoir d'un piège. Ils se mettent à avoir peur des téléphones mobiles, donc ils s'engouffrent vers des matériaux qui sont plus gros, qui ont des plus grosses maladies, batteries entre guillemets, qui sont des formes de maladies. Et les mecs les chargent de dynamite. Mais peut-être certains étaient chargés avec des explosifs très gros pour les matériaux les plus haut de gamme. Mais c'est monstrueux. J'ai vu des images de voitures qui explosaient, d'appartements dont les vitres étaient soufflées. Mais tout ça, ça s'est passé au même moment, 2 jours d'affilée. Wow. Imagine qu'il peut être assez machiavélique pour préparer des mois et des mois avant un plan comme ça. Parce que il inclut de faire ça. Donc des mois avant, les gens se retrouvent avec dans leur poche des choses qui sont piégées. Mais nous, en France, toi au Canada, qu'est-ce qui dit
que bientôt, il va pas y avoir d'autres types de pièges dans ton téléphone? Qu'est-ce qui te dit que tu vas pas être la cible d'armes, tu sais, de type MK Ultra, de trucs d'hypnose, d'ondes, tu vois, qui vont te faire sauter la cervelle ou te déconnecter des zones sensibles, etc. Mais plus rien ne nous dit ça. Quand on a des gens qui peuvent faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas faire? Qui tirent sur des écoles, qui tirent sur des convois humanitaires, qui tuent de façon déterminée des centaines de journalistes. Il y a plus de journalistes qui sont morts à Gaza que de journalistes qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hey. Non mais, et personne n'en parle. C'est ça, dans un silence complet des médias de masse. Puis effectivement, Bertrand, je regardais comment ils ont couvert cet événement-là, de l'ultime geste de provocation, de faire mettre des explosifs dans des appareils de communication. Et on regarde les nouvelles, comment ils ont traité cette nouvelle-là. Ils ont une capacité vraiment de élucider toutes les problèmes. Ils ont une capacité vraiment d'orienter l'information selon leurs intérêts. Et on le dénonce depuis la COVID. Même avant la COVID, il y en a qui essayaient de nous alerter. Mais là, ça me semble être tellement évident. Ça semble que c'est la censure qui peut les protéger maintenant. Parce que les émissions qu'on fait ensemble et qu'on ose faire, moi, je pense que ça porte, là. Moi, je pense que là, on a des preuves. Hein, c'est avoir dit que... Regarde, tes émissions avec Erwan, mais c'est des émissions, vu la qualité du message d'Erwan, vu la solidité des éléments qu'il apporte, etc., il devrait y avoir 100 000, 200 000, 300 000 vues. Quand tu vois les émissions de merde qui font beaucoup plus de vues, et toi, tu es un intervieweur qui laisse parler les gens, qui pose des bonnes questions, tu sais, c'est comme une danse. Et déjà, ça fait à peine 10 000 vues. Mais je pense que c'est 10 000 vues qui les effrayent, parce que effectivement, c'est des gens solides qui vont venir chez toi, qui vont écouter tes émissions, et petit à petit, ça fait comme un effet nénuphar. Et surtout, c'est des gens qui veulent comprendre, qui écoutent. Et ces personnes-là sont les personnes qui auront, au fil du temps, le plus d'impact. C'est comme par rapport au vaccin, les gens qui ont refusé le vaccin, mais qui l'ont dit droit dans les yeux. Parce que tu as des gens qui ont triché. Mais ils ont fait des faux passes, des faux vaccins, des faux machins. Mais ceux qui ont assumé, ils sont très inquiétants pour un système qui veut des moutons. Et donc, ta chaîne, qui fait des émissions longues, qui fait des émissions véritablement avec des personnes qui sont très informées, mais pas du tout complaisantes, eh bien, tu es sur une liste rouge. Mais en même temps, ils essaient de respecter la loi. Ils veulent pas que ce soit trop visible. Donc là, ils commencent à enlever des vidéos. Et puis après, ils vont dire, ah, monsieur, on a enlevé 3 vidéos en une semaine, votre chaîne saute. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que je lance l'appel à tous les auditeurs là, de bien surveiller ça. Puis on va essayer de s'inscrire sur d'autres plateformes pour qu'on puisse continuer à échanger, Bertrand, parce que ça devient au niveau international en ce moment et ça devient vraiment très préoccupant. Le général de la Ward s'attend à... on dirait que les médias mettent tout prêt, là, met la table pour un événement là, qui va déclencher la totale. Oui, mais c'est leur calcul. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe, ils s'en foutent parce que c'est à chaque fois effacé par quelque chose de plus grand. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de tentatives d'assassinat de plus en plus fortes contre Trump. Et, soi-disant, avec des armes qui viendraient d'Iran. Ah oui, ça, et on prépare l'opinion publique là-dessus, effectivement. Oui. Oui, mais c'est pas une coïncidence. S'ils le disent, ils le répètent, etc.
Et donc on Ah, dira, bah vous voyez, regardez, c'est encore un coup des Iraniens et ils ont été aidés par les Russes et on a toujours dit que c'était eux qui étaient dangereux. Et c'est ce qu'ils diront. cette fameuse axe du mal-là, Iran, Russie, ici, là, c'est très, très à la mode en ce moment. Puis effectivement, tu nous fais penser ce soir là à cette faiblesse-là qu'on a, tout le monde, qui ont réussi à développer avec les années, sur comment on a une facilité à juger ceux qui pensent pas comme nous ou qui sont pas dans nos intérêts. Toutes les fonctions de la russophobie, de l'islamophobie, faire ces gens-là actuellement. C'est Oui, autant les gens de la droite que de la gauche, ça c'est plus français comme mais tout le monde tout le monde est confondu actuellement. Les et cette réflexion-là, moi je l'ai entendue à Montréal avec un monsieur qui est pourtant très politisé. Il dit moi, Carl, il dit je suis du côté d'Israël parce que moi, dans mes appartements, mes locataires, j'ai jamais eu de problème avec les Juifs, mais les gens qui viennent, les musulmans, eux autres, j'ai eu des problèmes. Donc, lui, là, il base son jugement sur les relations qu'il a eues avec des gens dans la ville de Montréal pour transposer ça à ce qui se passe dans le monde actuellement. Puis, je regarde comment oui. les journalistes en ce moment, avec l'invasion de course, comptent les morts civiles en Ukraine suite au bombardement ou à la réponse des Russes. On compte jour après jour le nombre de victimes en Ukraine, mais ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban actuellement, souvent on va dire, il y a eu 500 victimes, hier il était à 500, là aujourd'hui ils ont monté ça à 700, mais c'est toujours ciblé sur des méchants terroristes du Hezbollah. Et je suis content que ce soir tu le dises aussi. Les terroristes sont de l'autre côté, mais c'est jamais dit. C'est Exactement. jamais dit. Tu sais, je vais te donner un exemple très simple. Le patron du Hezbollah, euh, j'ai un trou de mémoire sur son nom, c'est quelqu'un qui a la réputation de ne jamais mentir. Jamais mentir. Il est le chef spirituel du Hezbollah et il est réputé pour dire la vérité. C'est comme ça. Comme Poutine. Netanyahou, je ne sais pas s'il dit parfois la vérité. D'accord? Eh Ouais. bien, Netanyahou, quand il va aux États-Unis, il est acclamé par le Congrès américain, par les médias, pareil en France. Voilà, Hassan Nasrallah. Eh bien, Hassan Nasrallah, lui, il est obligé de vivre caché. Pas parce qu'il est interdit au Liban, il est totalement légal au Liban, mais parce qu'en fait, il est quasiment la cible numéro un d'Israël, mais pas parce que c'est un méchant terroriste, parce qu'il dit la vérité. Ah, oui. Il dit la vérité. Il faut quand même se rappeler qu'au cours des derniers mois, il y a eu plein d'attentats contre des chefs d'État ou de gouvernement qui n'étaient pas alignés sur les positions de l'OTAN, de la France vis-à-vis de l'Ukraine, puisque tu évoquais l'Ukraine et la visite de Zelensky aux États-Unis. Je pense qu'on y reviendra. Mais Ah oui. tu as eu également la mort du président iranien dans des circonstances bizarres. La mort de Ismaël Haniyeh, qui a été tué dans un lieu diplomatique. Le bombardement d'un consulat iranien en Syrie, à Damas, etc., etc. Tu as un chef politique du Hezbollah qui a été tué dans un hôpital. C'est-à-dire l'hôpital a été bombardé. Non, mais t'imagines. Et tout ça, des avions fournis par les Américains, des armes fournies par les Américains, de l'argent fourni par les Américains. Mais évidemment, c'est un cercle. Les Américains ne peuvent avoir du pouvoir que s'ils obéissent à Israël. C'est pas Israël qui obéit aux Américains. Et ce conflit-là nous montre très bien, effectivement, il y a plein d'articles qui s'écrivent actuellement sur qui mène qui et on comprend très bien là que l'État d'Israël est complètement a complètement pénétré l'administration américaine.
Et c'est Exactement. drôle d'entendre nos dirigeants occidentaux présumés de l'ingérence étrangère dans nos politiques. Aux États-Unis, on Oui. joue à ça souvent. Et de l'autre côté, on a ça en pleine face actuellement. Et nos grands chercheurs universitaires, tous ceux qui seraient supposés nous éclairer là-dessus, tournent la tête ailleurs, tournent le regard ailleurs et nous gardent dans ce brouillard-là complet. Mais Complet. parce qu'ils sont d'une lâcheté incroyable. Moi, j'avais rencontré il n'y a pas longtemps Étienne Chouard. D'ailleurs, c'est le jour où j'ai posté une photo où j'étais avec lui que mon compte Twitter, enfin X, a été bloqué. Et lui, il s'est toujours intéressé, tu vois, à ces questions-là, mais à visage découvert. Hein. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui le fait comme un méchant terroriste, qui veut glisser des mensonges, mais qui veut pas qu'on dise, parce que tu as beaucoup de comptes anonymes sur Twitter, tu as beaucoup de trolls, tu as beaucoup de gens qui disent des choses absurdes, qui disent des choses méchantes, qui disent des choses ridicules. Mais là, c'est pas le cas. Mais en réalité, le débat n'existe pas. C'est-à-dire que si tu essaies de débattre de ce sujet, tu es dangereux. Et même si tu arrives avec des faits, avec des éléments, avec beaucoup de patience, avec un esprit très constructif, c'est-à-dire que tu es prêt à même à reconnaître que tes hypothèses ou les éléments que tu as réunis sont faux. Mais non, le débat est interdit. Tu ne peux pas débattre de ça. Et ça, c'est quand même incroyable. Ah, puis effectivement, on utilise là les clichés d'extrême droite. Il y a tous les sujets qui dépassent leur capacité d'analyse ou ils veulent pas l'aborder parce qu'ils savent qu'ils sont perdants d'avance. Bon. T'es d'extrême droite. Et Oui. Bertrand, jusqu'à quel point aussi l'angle dans lequel tu abordes maintenant ces conflits-là internationaux sous l'angle de la spiritualité, d'une guerre véritablement entre le bien et le mal, on est en train de découvrir tous ensemble cet angle-là parce que là, c'est plus juste des on le sait qu'ils sont pénétrés, puis on laisse faire. Donc, c'est quoi? C'est une mentalité qu'ils ont réussi à développer qui est d'ordre spirituel. Là, à un moment donné, il va falloir, puis c'est un peu ça que j'essaie de faire à travers mes émissions, est où l'humanité à travers tout ça? Et Mais là, c'est là que ça c'est devient spirituel. exactement, mais c'est important d'insister là-dessus. C'est c'est que les choses qui se passent aujourd'hui ne trouvent leur rationalité que si tu vas dans ce qui semble être irrationnel, c'est-à-dire le spirituel. C'est-à-dire que tu ne peux comprendre l'absurdité des injections du Covid, l'absurdité des avions qui sillonnent le ciel et lâchent des gaz, et d'un seul coup le ciel devient voilé alors qu'il était tout bleu. L'absurdité de ce conflit permanent avec la Russie. L'absurdité de tolérer le meurtre de l'humanité quotidienne par Israël envers ses voisins. Et je ne dis pas que Gaza, Cisjordanie ou Liban, parce qu'aujourd'hui, la situation très injuste que vit l'Iran, elle est simplement liée au fait qu'Israël, et Netanyahou en particulier, ment depuis toujours en disant l'Iran, dans 6 mois, aura la bombe atomique. Mais ça fait 15 ans qu'il dit que dans 6 mois, l'Iran aura la bombe atomique. Donc cette personne est un fiefé menteur. Il passe son temps à aller annoncer quelque chose qui n'arrive jamais. Mais personne ne lui dit. Puis j'ai l'impression, Bertrand, que c'est vraiment la Russie en ce moment qui retient l'Iran, parce que je comprends très bien aussi aujourd'hui comment Israël voudrait que l'Iran embarque. Et c'est justement le piège que jusqu'à aujourd'hui, on semble avoir évité là, du côté de la fameuse axe du mal. Parce que aussitôt qu'on aurait une réplique de l'Iran, là, ça justifierait tous nos plateaux de nouvelles, tous nos dirigeants complètement commandités par ces gens-là de passer à l'action. Mais parce que, regarde, là, j'ai mis pour regarder si on avait du monde qui nous écoutait en direct, etc.
Et donc, j'ai la chaîne Brochu Télé. Donc, je vois qu'en ce moment, il y a 225 personnes qui nous écoutent en direct, ce qui est pas mal. Hein. Il est presque minuit en France. Je ne sais pas exactement l'heure qu'il est chez toi. Et la vidéo qui m'est proposée en dessous de YouTube, c'est une vidéo du Monde qui date d'il y a 7 jours, qui a fait 425 000 vues. Ouais. D'accord. Et le titre, c'est Bilan des beepers explosifs, l'analyse d'un ancien espion français, entre guillemets, c'est un coup de maître. C'est-à-dire qu'en fait, on explique aux Français, c'est peut-être pas Israël, mais qu'en tout cas, celui qui a fait ça, c'est un génie. Tout le monde sait que c'est Israël, mais ils font semblant de ne pas le dire pour pas que ceux qui diront mais c'est monstrueux, ces 5000 attentats terroristes, on pourra les traiter de diffamants. On pourra dire mais c'est horrible, comment vous pouvez prétendre ça? Rien. Mais les mêmes au monde, ils disent putain, Israël c'est vraiment des génies. Ils ont réussi à toucher 5000 terroristes dangereux d'un coup. Donc t'imagines le cynisme. On t'explique en fait que la vie n'a pas d'importance, qu'il n'y a plus besoin d'avoir de procès, que si c'est l'enfant qui a porté le beeper à son père et que l'enfant explose ou perd ses mains ou perd ses yeux, il n'avait pas qu'à avoir ce père. C'est tout. Ah oui. Voilà. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, certain. Tu disais machiavélique, prenez-les comme vous voulez. Donc, c'est à suivre. J'ai l'impression, Bertrand, qu'on va en parler là de plus en plus dans les prochains jours, parce que là, c'est vraiment débuté. Là. Mais parce qu'ils ont préparé d'autres choses. C'est-à-dire que si des analyses disent c'est un grand succès, etc., mais eux, ils se disent c'est une piste qu'on va pouvoir étudier avec beaucoup plus de raffinement à l'avenir. On pourra tous avoir sur nous quelque chose qui peut exploser si on dérange. C'est ça qu'il faut que les gens qui regardent comprennent. C'est qu'on est dans de la science-fiction. C'est-à-dire qu'un jour, on nous injectera peut-être une petite capsule comme ça, et dedans, il y aura une bombe, et on nous dira, voilà, vous avez un crédit social de tel niveau, si vous faites trop de bêtises, on déclenchera la bombe. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé au Liban. Exactement. Puis c'est ça que les nanoparticules, avec tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, cet événement-là là, nous fait craindre toutes sortes de scénarios qui dépassent l'entendement. On est dans la science-fiction et certains là dans le clavardage parlent de temps biblique. Oui. Quand j'essaie d'expliquer ça aux gens qu'en Israël, les rabbins ne sont plus ils sont pas juste dans dans des endroits religieux, ils sont à l'intérieur même du gouvernement, puis sont aussi les néoconservateurs qui sont très proches de ces mentalités eschatologiques-là, sont au cœur de la gouvernance américaine, la plus grande puissance au monde, qui est en perte de vitesse. Et tout le monde regarde aussi le dollar américain qui est en train de montrer des signes de faiblesse. Le général de la Ward me disait que c'était 10 milliards de dollars par jour que la dette américaine monte, 300 milliards par mois. Et c'est une donnée là qui est de plus en plus lourde là dans cette hégémonie du dollar américain. Donc, il y a plein de phénomènes qui nous expliquent là, que ça irait pas en s'améliorant, que cet effondrement économique-là fragilise la paix dans le monde. Donc, c'est des émissions comme ce soir pour essayer d'allumer les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment... c'est vraiment inquiétant. J'ai pas l'habitude, Bertrand, de faire des émissions pour augmenter l'anxiété des gens. Mais me semble que là, il y a matière à réflexion, là, à tout le moins, là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos gouvernements qui nous mènent carrément vers le chaos, puis qu'on traite c'est. Moi, je discute un peu. Oui. Avec des Serbes.
Donc et ils disent, mais les Grecs ont vécu la même chose et plein d'autres pays. Ils disent, les hommes politiques, ils nous disent qu'ils vont faire quelque chose, ils nous montrent une image d'eux-mêmes, etc. Et dès ils font l'inverse. C'est comme des traîtres. Il n'y a qu'à regarder Zelensky. Zelensky, il a été élu par les pro-russes. Vous avez vu l'attitude de en Serbie, pareil, ils achètent des mirages, ils achètent des machins. Donc, ils se créent une dépendance vis-à-vis de pays qui, en fait, c'est très facile de corrompre un humain. Un chef d'État, des députés, etc. Finalement, ça coûte pas cher par rapport aux enjeux. Quand tu vois ce que peut représenter le contrôle d'un pays comme la France ou l'Allemagne ou n'importe quoi, t'imagines, avec quelques centaines de millions, tu peux corrompre des personnes très importantes au niveau politique, etc. Et puis transformer le pays en une machine à se suicider elle-même. Les Allemands, ils se suicident à une vitesse inimaginable depuis 3 ans. Et je te parle même pas de l'époque du Covid. Parce que les dirigeants, soit ils sont totalement débiles, ce qui est tout à fait possible. Il faut jamais exclure la possibilité de la bêtise de gens élus. Et quitte à faire un mauvais croche-patte, les gens qui se sont occupés de coacher, comment il s'appelle, le candidat RM, Bardella? Non? Bardella, Ouais. mais oui, qui a été choisi parce que c'était un crétin qui n'avait aucune s'intéressait pas à l'actualité, comme ça il pouvait répéter bêtement tout ce que le parti lui disait qui était le message officiel. Souvent, les gens qui sont choisis sont comme ça. Aux États-Unis, Kamala Harris, elle a l'air de ressembler à ce profil. C'est des gens qui n'ont pas d'idées par eux-mêmes. Et si tu regardes qui est le mari de Kamala Harris, tu te dis, mais c'est fou quand même. Il est très impliqué à très haut niveau dans la communauté juive. Et il est juif. Il est juif. Tu as la femme du nouveau Premier ministre anglais, pareil. La présidente du Mexique, pareil. Le président d'Argentine, pareil. Et on te parle d'antisémitisme. Mais c'est pas possible. L'antisémitisme peut pas monter. Puisque au monde, c'est des gens juifs ou mariés à des juifs qui sont élus. Donc on est dans une période qui est l'inverse de l'antisémitisme, puisque jamais les juifs n'ont été aussi puissants. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir une telle inversion? Enfin, tu vois, c'est du brouillage de cerveau. Les faits disent l'inverse de ce qu'ils nous disent au quotidien. C'est vraiment désarmant. Et c'est pour ça que les gens se demandent pourquoi que je fais des émissions, que j'ai tant d'énergie. Je le fais pour mes enfants, je le fais pour pour qu'on puisse se sortir de ce brouillard-là. On essaie de porter, toi et moi, Bertrand, notre énergie, toi, tes connaissances, pour qu'on puisse s'en sortir. Mais je vois certains commentaires là, dans le clavardage. Il y a à peu près juste la prière en ce moment qu'on peut faire parce qu'on se sent complètement désarmé. Hein? C'est pour ça que je suis parti marcher. Oui, hein? Ah oui. Puis, et tu parlais de gouvernement corrompu. J'en mets 2 ici à l'écran. Regarde comment ils s'y prennent aussi. Ils ont toutes sortes de fondations pour se donner des prix entre eux autres dans un déni complet de la réalité. Je t'invite à écouter ça. Ça dure 1 minute 29. C'est une auditrice là, qui m'a envoyé ça. Je remercie René pour cette contribution-là. On écoute, puis on analyse ensemble. Ladies and gentlemen, and allow us to start our today's meeting between the President of Ukraine and the Prime Minister of Canada with the award ceremony. By decree of the President of Ukraine for outstanding personal contribution into strengthening interstate cooperation, supporting state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, the Order of Freedom is awarded to Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Great honor for me. Thank you so much. Hey. President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Trudeau qui reçoit la médaille
lots more things that you did with your team and with all the Canadians. Thank you so much. Thank you for your support and big help. You're a great friend of us. Thank you, Vladimir, but I accept this only on behalf of all Canadians who have been as steadfast as you would want. We support you. We stand with you in this fight that is your fight, but that is all of our fight for democracy, for sovereignty, for territorial integrity. This is an honor, and I accept it. But, I want you to know how steadfast we will continue to be, and all Canadians are with you. Thanks so much. Thank you. Encore une fois, on utilise là, les mêmes arguments là, que vous êtes là pour défendre la démocratie, les droits de l'homme. C'est complètement inversé, Bertrand. Comment on peut dire des choses comme ça quand la réalité nous frappe et qu'on refuse de voir. Et je tiens à vous remettre ça à l'écran aussi. Pour moi, là, c'est vraiment de quoi que je dois dénoncer ce grand pays, le Canada, qui dure journée, le président de la Chambre. Ils ont honoré un ex-nazi. Les appels à la démission se la multiplient mettre à l'écran pour une bourde commise régulièrement. la On semaine comprend dernière. très bien ces jeunes Canadiens-là, remplis d'anglo-saxons très belliqueux. Ils ont Oui, mais c'est toujours terrible cette image. Hein? C'est incroyable cette image que tu rappelles. En fait, tu vois, c'est l'absence de mémoire. Il n'y a eu aucune condamnation. Il n'y a pas eu de conséquence à ça. En réalité, tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est de critiquer l'Iran, de critiquer la Russie et d'expliquer que tous ceux qui se prennent des bombes, c'est des terroristes ou des victimes collatérales, mais qui sont plutôt des boucliers humains. Parce qu'en réalité, la notion de bouclier humain, elle a été inventée par les Américains quand ils ont détruit la Yougoslavie et l'Irak. Ils ont inventé des mots pour dire des choses horribles. On voit Chrystia Freeland, là, juste à gauche de la madame, là, qui est une descendante là, d'Ukro-nazi, là, qui est vraie, là. C'est plus une légende ce qu'on vous dit là. Et encore une fois, j'aime bien présenter ce côté-là inconnu des Canadiens anglais. C'est leur arrière-grand-père, leur grand-père étaient des membres du club orangiste, qui est un groupe de suprémacistes anglo-saxons qui eux autres aussi croient qu'ils sont les élus de Dieu pour mener le monde. Et c'est un peu dans cette de puissance-là qu'on est. Jean-Claude Pomerleau nous a dévoilé ce concept depuis quelques semaines. L'Occident est dans l'ivresse de la puissance et on se prépare des lendemains de veille avec un mal de bloc qui risque d'être douloureux pour nous. C'est un peu ça aussi qu'on essaie d'alerter la population, mais en ce moment, il est très difficile encore d'aborder ce sujet-là. Je sais pas toi en France, mais au Québec, là, c'est le déni complet. Complet. Je pense que quand tu sillonnes un pays comme la France, comme je fais, tu te rends compte que le niveau de compréhension et d'information des gens est très bas. Parfois, ils ne tombent pas dans on a de la misère avec ton signal informatique. Ouais, mais parce que j'ai regardé Telegram en même temps que je te parlais, et donc ça a pris de... Donc, recommence ta phrase parce qu'on a vraiment perdu. Puis, juste te dire aussi, là, les anglo-saxons du Canada, là, membres, et souvent ont gardé cette mentalité d'orangiste-là. Juste un autre fait que j'ai abordé brièvement dans une émission, ça fait déjà quelques mois. Il y a un député acadien qui avait voulu s'exenter de porter allégeance au roi d'Angleterre compte tenu de la déportation des Acadiens et qui voulait être privé de cette commémoration-là où comment qu'on dit ça, que le député promet fidélité à l'État là, quand il commence son mandat.
Et cet Acadien-là avait dit non, j'aimerais ne pas porter allégeance au roi d'Angleterre avec ce qu'il a fait avec les Acadiens. Eh bien, les Anglais de la Chambre des communes se sont mis à chanter God Save the King. Donc, c'est pour vous dire comment ils sont vraiment dans cette ivresse de puissance-là. Ils ont l'air vraiment être très à l'aise avec cette idée-là d'éliminer tout ce qui pense pas comme eux. Moi, comme nationaliste québécois qui connaît un peu son histoire, je comprends très bien cette capacité-là des Anglo-Saxons ils sont, et je veux pas faire d'amalgame, mais plusieurs sont très agressifs, très sûrs d'eux-mêmes, puis en plus, les néoconservateurs, et là-dessus, Donald Trump me rassure pas du tout, Bertrand. Il semble être lui aussi, là, avec le bon Dieu, prêt à se venger de ceux qui suivent pas les intérêts de son groupe. C'est très inquiétant. Non, mais exactement. Et donc, en marchant, tu vois, et en rencontrant des gens au fur et à mesure, d'autres personnes qui étaient pèlerins ou des gens qui accueillent ou dans des restaurants ou des simples personnes que tu rencontres à la sortie d'une église où tu es allé déposer un cierge, n'importe où en fait. Et tu te rends très très vite compte que les personnes, même si elles disent ne pas regarder la télé, ne pas être sensibles aux médias, ne pas s'intéresser trop aux choses, en fait, le seul discours qu'ils ont retenu, ça reste le discours des médias. Ouais. C'est-à-dire que le discours, il est sur les kiosques quand tu te promènes, il est sur les affiches, il est dans les écoles. Et même quand tu regardes une émission de variété ou tu regardes un film ou une série, les ennemis, c'est toujours les mêmes. Le mal, il vient jamais d'Israël. T'as jamais un film ou une émission qui montre Israël sous un mauvais regard. Jamais. Ça n'existe pas. T'en as des milliers qui montrent que tous les pays arabes ou musulmans, c'est vraiment catastrophique, c'est des méchants. Pareil pour les Iraniens qui sont des Perses. Pareil pour les Chinois, pareil pour les Russes. Éventuellement, un jour ou l'autre, tu auras des films qui montreront que les Vénézuéliens sont vraiment des gens pas fréquentables. Mais tu vois qu'en fait, Hollywood, les grands médias, tout ça, c'est fait pour que tout le temps, les gens soient désinformés, ils soient manipulés. Et ça fonctionne. Et donc, même les gens qui se disent, moi, je suis à l'abri, je ne regarde pas, t'inquiète pas, je ne suis pas influençable. Mais quand même, le Hezbollah, je crois que c'est vraiment des terroristes. Et l'Iran, tu sais, ils sont contre l'IVG, ils n'aiment pas les femmes, ils veulent leur mettre des voiles et tout. Tu vois, les gens, ça se résume à ça, en fait, leur compréhension des choses. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un autre pays qu'un pays où il y avait des McDonald's à tous les coins de rue, mais ils sont capables de juger les pays dans lesquels ils ne sont pas allés. C'est quand même fascinant. Exactement. Puis, on achève la capsule, Bertrand, et je voulais qu'on regarde du côté de la Russie, là. C'est vraiment... Ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens que en ce moment, Vladimir Poutine est celui qui a le destin de l'humanité entre ses mains, là. Et que une chance que c'est lui. Vrai. Et je voulais te mettre à l'écran, ça a sorti sur X ces dernières heures. C'est la nouvelle doctrine nucléaire des Russes, qu'on comprenne très bien, parce qu'on ne l'expliquera pas là, 48 heures à l'avance. Si à un moment donné, il y a une réaction du côté de la Russie concernant tous ces gestes de provocation-là, autant au Proche-Orient qu'en Ukraine et dans d'autres régions du monde, parce que le général Delaware m'invitait aussi à arrêter de pas nécessairement regarder à la loupe ce qui se passe en Ukraine et au Proche-Orient. Il dit qu'il faut avoir un recul, regarder plus l'ensemble, entre autres l'économie qui est en train de basculer, les économies du G7 hautement endettées qui risquent de sauter une après l'autre. Il faut regarder la Russie, puis j'aimerais qu'on passe le reste de l'émission sur
ce qu'on doit apprécier en ce moment du côté de la Russie, qui essaie de tenir ça là le mieux possible. Mais et je voulais juste te mettre cette vidéo-là là, de Vladimir Poutine. Et écoute ça. Et ensuite, j'aimerais ça que tu commentes et apprécier ensemble ce que fait Poutine et les Russes pour éviter le chaos. Je vais juste aller dans mon juste repartir la vidéo. On écoute ça ensemble, OK? OK. Еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации. Давайте Voilà. Je veux qu'on explique ça comme il faut là, aux gens, parce que c'est là qu'en est rendu l'administration Biden. Les Britanniques semblent vouloir pousser beaucoup là-dessus. Et là, c'est pas une menterie, c'est pas un mensonge. Le Canada est pour ça. Chrystia Freeland, ça fait longtemps qu'elle dit qu'on devrait donner l'arme nucléaire à l'Ukraine pour régler une fois pour toutes le cas de la Russie. Donc, peux-tu nous expliquer là l'attitude des Russes? Qu'est-ce qui là, c'est véritablement une ligne rouge. Là, on a parlé de toutes sortes de lignes rouges depuis le début du conflit en Ukraine, mais là, je pense que ça devient très, très sérieux. Qu'est-ce que les Russes, puis Lavrov aussi a fait une sortie ces derniers jours. Tu pourrais-tu nous résumer ça pour bien informer la population que là, les Russes, là, c'est pas des paroles en l'air, là. Faut commencer à prendre au sérieux. Effectivement, tu mets au regard la déclaration de Poutine que tu viens de donner et la déclaration récente de Lavrov. En fait, qu'est-ce qu'il dit Lavrov? Il dit que même dans des lapsus ou dans toutes leurs déclarations, les Américains pensent que s'il y a une escalade, le chaos sera limité à l'Europe. Et donc que les Américains, finalement, ils reconstruiront l'Europe avec un plan Marshall ou quelque chose, mais qui ne seront pas atteints. Et là, Lavrov a dit, ceux qui font cette analyse se trompent complètement. Sauf que les Américains étaient protégés, puisque jusqu'à maintenant, eux-mêmes n'agissaient pas à visage découvert, ils n'étaient qu'en soutien. Et là, ce que vient de dire Poutine, c'est qu'être en soutien, ça veut dire agir conjointement. Et donc être conjointement l'ennemi. C'est-à-dire que dans la doctrine, les gens ont retenu autre chose que ce que Poutine disait le plus. Les gens ont dit, ah tiens, ils vont faire l'utilisation de l'arme nucléaire peut-être plus facilement. Je ne pense pas que c'est ce que Poutine voulait dire, puisque Poutine ne veut absolument pas évoquer la possibilité de l'arme nucléaire. Il vient de dire que dans la doctrine militaire russe de sentiment d'agression et de mise en danger du territoire national, il y a une notion qui n'existait pas jusqu'à maintenant et qui est la notion de conjoint, d'attaque conjointe. Parce que jusqu'à maintenant, les pays, ils déclaraient tous la guerre. Tu vois, tu avais un pays qui était attaqué, les autres disaient « je déclare la guerre ». Maintenant, ils ne déclarent plus la guerre. Ils font la guerre en cachette, en utilisant quelqu'un d'autre. Et bien, Poutine dit, pour nous, les Russes,
cette notion n'existe plus. On appelle ça maintenant, c'est conjoint. C'est-à-dire que si vous aidez un autre État, et de toute façon, il parle de puissance nucléaire, donc il parle clairement des États-Unis, un État nucléaire, la France, l'Angleterre ou les États-Unis aident un pays qui n'est pas nucléaire, automatiquement, il est considéré comme attaquant conjoint et donc la Russie peut frapper ce pays. Et si tu te rappelles, il y a quelques mois, il y avait eu la visite d'un sous-marin nucléaire que certains pensaient être uniquement tactique et qui était passé au large de Cuba. Et puis après, en fait, les gens avaient découvert qu'il n'était pas tactique, c'était un sous-marin mixte. C'est-à-dire qu'il était capable de contenir des armes stratégiques nucléaires. Et donc, c'était un sous-marin qui était non seulement capable d'attaquer des porte-avions ou tout type d'équipement marin, tu vois, ou d'autres sous-marins, mais en plus, il était capable de détruire des villes, voire des parties entières de la côte. Parce que, en fait, on pense souvent aux Russes en évoquant le Koursk, pas la région qui est attaquée par l'Ukraine, hein, mais le Koursk, le sous-marin qui a coulé. Sauf que depuis, les Russes, ils ont fait plein de sous-marins, dont un sous-marin, je crois qu'il s'appelle le Belgorod. Donc c'est drôle parce que c'est des villes qui sont, enfin c'est drôle, triste, des villes qui sont attaquées par des escarmouches plus ou moins grandes de l'Ukraine. Mais le Belgorod, il est capable d'envoyer une torpille qui va à des vitesses, enfin je me rappelle plus les chiffres de vitesse pour la torpille, mais c'est très très élevé, et qui, si elle explose au large d'une côte, créera un typhon qui va rendre toute cette zone inhabitable pendant des milliers d'années. Et je pense que les Russes pourraient faire ça parce que d'une part, c'est très ciblé. Il n'y aura pas de nuages radioactifs qui ira se balader ailleurs, puisque c'est bon, après, tu auras la mer radioactive. Hein, c'est malheureusement... mais les Américains devraient se méfier parce que là, les Russes disent vous êtes conjointement responsable de tout ce qui se passe. Ils ne l'avaient jamais dit. Ah oui, aussi. Notamment les États-Unis là-dedans. Il y a les Britanniques aussi, hein, qui poussent beaucoup là-dedans. Oui, mais les Russes, tout à l'heure on évoquait, ils parlent aussi de plus en plus violemment d'Israël, y compris Lavrov dans son discours. Ah oui. Et la Russie a fait savoir très clairement qu'il était temps qu'Israël calme le jeu et qu'en tout cas, ils n'avaient pas du tout intérêt à utiliser des missiles et encore moins des missiles nucléaires contre l'allié stratégique de la Russie, qui est l'Iran. Puisque là, Poutine, aussi au cours des derniers jours, a proposé un nouvel accord stratégique entre la Russie et l'Iran. Peux-tu nous expliquer la nature de cette... parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles qui ont sorti par rapport à ça, suite effectivement à l'attentat là, du dirigeant du Hamas en Iran. Les Russes semblent avoir intensifié les discussions avec l'Iran pour prévenir le pire. Là. Peux-tu nous développer un peu cet engagement-là que la Russie fait avec l'Iran? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? D'abord, c'est un engagement qui est global. Hein. Donc, comme on a une situation de tension militaire, on pense toujours que c'est que dans le domaine militaire. Mais quand tu regardes les éléments qui sont publics, ça concerne l'éducation. Donc, c'est des échanges pour que des étudiants iraniens et des étudiants russes puissent aller étudier dans l'autre pays. Ça concerne la santé, le médical, pour que des spécialités qui sont pas bien développées en Russie, les étudiants puissent aller suivre, ou les patients puissent aller en Iran, puisque l'Iran a un niveau dans certains domaines médicaux qui sont très élevés, et réciproquement pour la Russie. Ça concerne l'agriculture, ça concerne l'urbanisme, ça concerne, en fait, c'est complètement global. Hein. C'est-à-dire que l'idée d'un partenariat stratégique tel que le conçoivent les Russes, il est global. Hein. Ça concerne le secteur bancaire,
ça concerne les assurances, etc., etc. Et les armes, évidemment, viennent après, parce que dans le partenariat stratégique, il y a cette notion de défense, un peu ce que l'Europe a fait avec l'Ukraine. Mais on l'a pas fait avec l'Ukraine parce que c'est stratégique pour nous, c'est pas du tout stratégique. On l'a fait pour légitimer la folie furieuse dans laquelle on s'engage, mais qui n'intéresse que les gens qui n'aiment pas l'humanité. Oui, c'est ça. Même si on menace Israël du côté des Russes puis du côté de Lavrov, c'est ce qu'ils veulent, le chaos. Exactement. Donc, c'est ça aussi qui est inquiétant. C'est là-dessus que Netanyahou a mise de partir la guerre totale. C'est ça qu'il recherche. Donc, on peut juste essayer d'espérer que du côté des États-Unis, les néoconservateurs, mais là-dessus, Trump semble ne pas être guère mieux que Biden en politique extérieure, semble appuyer l'État d'Israël de façon aveugle. Donc, c'est très préoccupant, mais en même temps, on sent que les États-Unis veulent pas embarquer là-dedans. Ils semblent comprendre toute l'ampleur de ce que ça peut créer. Ça peut accélérer davantage leur effondrement. Et même leur disparition, ça, c'est l'autre affaire que les gens ont de la misère à comprendre, que actuellement, avec l'armement que possède la Russie, le territoire américain, il est atteignable, là, hein? C'est ça, les gens semblent pas comprendre ça non plus. Depuis les deux grandes guerres du 20e siècle, c'est ce qui faisait la force des Américains. Ils n'étaient pas atteignables. Pouvaient se permettre de mettre le trouble dans d'autres régions, puis arriver ensuite en sauveur, puis sans jamais se faire détruire. Mais là, on n'est plus on est dans une autre époque. Hein? Mais ils n'en ont pas conscience. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Il faut que tu te rappelles que pour les députés, les congressmen américains et peut-être la future présidente Harris, ces gens-là sont des ignorants complets de la géographie, de l'économie. C'est-à-dire qu'ils pensent que la Russie, c'est toujours un pays communiste. Ils ne veulent pas croire quand quelqu'un leur évoque qu'ils font des missiles hypersoniques ou des avions plus performants que les avions américains. Mais ils veulent même pas écouter, en fait. Pour eux, les Américains sont les meilleurs en tout. Et donc, ils sont face à une Russie qui est hyper puissante, mais ils refusent de le concevoir, en fait. Et donc, toutes leurs décisions sont absurdes quand on connaît la relation de force qui existe, mais de leur point de vue, la Russie, c'est des faibles, quoi. Ils n'auront jamais le courage d'attaquer les Américains. On peut se réveiller un matin avec une toute autre pensée. Moi, je pense que c'est Jean-Claude nous a fait une capsule là-dessus, le nucléaire ou non, et il nous rappelait qu'en 1962, à la crise des missiles, on faisait des exercices d'évacuation dans les écoles. Tout le monde était au fait dans quel monde on était, on était sur le bord d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, Jean-Claude me disait encore aujourd'hui, on est encore plus proche que 1962 dans l'ignorance complète de la population. Mais tu sais, l'accord stratégique entre la Russie et l'Iran, il est fait avant tout pour empêcher une guerre, mais également une guerre civile, puisque l'idée c'est que les peuples soient heureux, parce que la guerre civile, c'est une forme de guerre aussi qui est extrêmement grave. Mais là, il y avait quelqu'un qui écrivait quelque chose à propos de ce qui se passe en Allemagne avec Volkswagen. Et effectivement, il y a 2 ou 3 jours, Volkswagen a annoncé au moins 30 000 licenciements. Donc, ça veut dire qu'on va s'approcher de situations de guerre civile dans les pays comme l'Allemagne. Ah oui, c'est le général Delaware dans sa vidéo de ce matin qui nous en parlait aussi, puis on va sûrement en parler davantage. C'est pas d'hier là que certains en Allemagne dénoncent cette façon de faire là, des dirigeants allemands, où on a regardé le Nord Stream 2 se faire détruire dans l'indifférence complète, et ça visait directement l'industrie allemande. Et là, c'est le géant économique de l'Europe qui est en train de tomber sous nos yeux
pour des raisons qui sont pas de l'intérieur. Ça vient pas de l'Allemagne, ça vient véritablement de l'extérieur et on refuse de voir ça. Donc, ils ont besoin d'une crise sociale pour allumer. C'est ça aussi, les dirigeants sont tellement protégés par tous les phénomènes que tu nous as parlé tantôt, sont commandités. Ils commencent leur carrière, ils valent quelques dollars, puis ils finissent leur terme souvent en ayant une fortune de 200-300 millions. Puis les gens se posent pas de questions sur qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Il y a... c'est Jean-Claude aussi qui disait au début du conflit en Ukraine, il dit la paix, le règlement de ce conflit-là va passer par il va falloir qu'on réalise, il va falloir arriver au réel, il va falloir sortir de nos rêves et d'aborder le réel. Puis ce réel-là, j'ai l'impression, n'arrivera qu'après une grave crise économique et sociale. Et ça, ben, ça augure rien de bon, là. Ça peut aussi amener une guerre militaire de grande ampleur. C'est un peu ça que les BRICS essayent d'éviter aussi. Moi, je m'attendais à un effondrement. Hein? Et ça, c'est difficile à expliquer aux gens comment ces États-là, étiquetés comme des dictatures, sont en train d'essayer d'éviter le pire. C'est encore une fois, tu parlais des films d'Hollywood qui nous ont appris à réfléchir tout croche. Et c'est là qu'on en est rendu. C'est spirituel. C'est notre prochain épisode. Oui, notre prochain épisode, Bertrand. Merci beaucoup. Écoute, ça fait le tour. C'est délicat, hein? Faut avertir les gens. La prière, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va s'en voir en élection là au Canada bientôt. Au Canada, vous avez le droit d'avoir des armes. Hein? Non. Ben voilà. Il y a qu'en Russie aux États-Unis. Ah oui, hein? Ouf. Ah non, c'est très préoccupant. On va suivre ça attentivement, Bertrand. Merci beaucoup. Je pense que tu as pris un petit congé là, de ta marche de Compostelle pour dans les prochains jours. Donc, écoute, en fin de semaine, on va voir comment ça se développe. Parce que au Liban, dans le sud du Liban, c'est commencé. Là, ça se bombarde d'un bord puis de l'autre. Là. Hein? Faut le dire aux gens, ça. Donc, je vois surtout ils vont, à moins qu'ils nous refassent le coup des deltaplanes et des ULM, là ils vont pas essayer de faire croire qu'il y a une aviation libanaise, quoi, parce que c'est pas vrai. Le contrôle du ciel, il est complètement entre les mains d'Israël et des États-Unis. Ok. C'est que des bombardements par avion. Ah oui, puis le général et d'autres m'ont bien fait comprendre que dans une guerre qui se prolonge dans le Proche-Orient, Israël n'est plus à la hauteur là, pour résister bien longtemps. L'option nucléaire risque d'arriver très rapidement si on se met à répliquer de l'autre côté. Oui, mais si tu veux, quand tu répliques, soit ils ont des roquettes, soit ils ont des missiles, ça coûte très cher. Alors que les bombes que largue Israël par avion, c'est relativement précis et c'est des charges énormes. Donc, c'est totalement disproportionné et ça coûte rien proportionné par rapport à un missile. Est-ce que tu le... Tu vois, il n'y a pas de système de guidage, il n'y a pas de carburant, tu vois, pour faire avancer ta roquette ou ton missile. Donc, 80% du poids, c'est de la bombe. Tu vois, quand la bombe, elle fait 500 kilos, tu as 400 kilos d'explosifs. Alors que quand tu envoies un missile de 500 kilos, tu as 50 kilos d'explosifs. Donc, tu vois la différence. C'est disproportionné. Ah oui. Merci, Bertrand. On s'en reparle dans les prochains jours, au besoin. On suit ça attentivement. Puis, merci encore une fois de toute ta disponibilité puis de nous partager tes connaissances et ton travail. J'invite les gens, encore une fois, je vais mettre en bannière si vous voulez encourager Bertrand Scholler, vous lui écrivez sur son courriel
Et j'invite les gens, soit à leur, pour les Européens, c'est plus facile. Là, au Québec, c'est plus compliqué de t'acheter du miel, mais il y a toujours moyen d'encourager Bertrand. J'encourage mes auditeurs à le faire. Et merci encore, Bertrand. Ben, écoute, à bientôt. Et puis, il est 00h30 et je vais enfin pouvoir passer du temps avec les amis qui m'hébergent. Oui, absolument. Alors, merci, Erwan. Pas Erwan, Bertrand.